À 10h42, un détail presque insignifiant surgit sur les écrans. Un MQ-9 Reaper qui hésite une fraction de seconde au-dessus du convoi présidentiel. La frappe, vendue comme chirurgicale, dévie de quelques mètres seulement et, dans cet angle mort, Ibrahim Traoré échappe à un destin que d'autres avaient planifié à sa place. Comment quelques pixels sur un radar et 3 secondes de retard peuvent-ils transformer une tentative d'assassinat en acte fondateur pour le Burkina Faso et pour l'Afrique entière? Car parfois, c'est dans l'erreur d'un missile que se dévoile le vrai rapport de force. L'incident qui aurait pu basculer le Burkina Faso dans le chaos ne se résume pas à une frappe manquée. Il ouvre une brèche qui oblige à regarder autrement les dynamiques de pouvoir autour du pays. Au cœur de cette analyse, une promesse simple et lourde de conséquences se détache. Offrir une lecture claire, 10 à 12 mots, sur ce que révèle réellement cette attaque pour l'équilibre régional. Car ce qui semblait n'être qu'une erreur technique expose en réalité une architecture d'ingérence, d'alliances mouvantes et de vulnérabilité stratégique que peu oser nommer à voix haute. Et si cette défaillance, minuscule sur le papier, immense dans ses répercussions, devenait la clé pour comprendre non seulement les risques immédiats, mais aussi les enjeux de souveraineté qui se redessinent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ainsi débute une révélation inattendue. La première révélation tombe dès l'analyse préliminaire. Les données radar montrent que le MQ-9 Reaper a maintenu une trajectoire régulière pendant plus de 12 000 pieds avant de changer subtilement d'angle au dernier moment. La seconde, plus dérangeante encore, indique que cette micro-déviation ne correspond à aucun protocole d'erreur connu, comme si l'incident relevait moins d'un dysfonctionnement que d'un message codé adressé à Ibrahim Traoré. À partir de là, la compréhension des faits ne peut plus se limiter à une lecture technique. Elle implique un enchaînement de causes et d'effets qui règnent bien au-delà du simple tir de missile. Le matin de l'attaque, la capitale se réveille dans un calme trompeur, tandis que le président du Burkina Faso s'enfonce vers le nord, préférant la discrétion d'un déplacement réduit aux défilés militaires habituels. Cette philosophie, un leader qui n'avance pas derrière une muraille de blindés, devient soudain paradoxale. Elle le protège de certains scénarios, mais l'expose à d'autres. Quand le radar chinois détecte un objet étant trop lent pour un jet, trop stable pour un oiseau, c'est tout un réseau d'alertes régionales qui se met en mouvement, révélant par ricochet l'interdépendance croissante entre pays africains en matière de surveillance. Le missile Hellfire HERM-6, avec ses ailettes en carbone conçues pour cibler sans explosion, ajoute une couche de complexité. Il témoigne d'une précision extrême, mais c'est précisément cette précision qui rend l'échec d'autant plus suspect. Dans les minutes qui suivent l'impact sur le camion civil, la renagne se poursuit. 3 victimes innocentes, une opinion publique qui se crispe et une scène internationale obligée de prendre acte d'un événement qu'elle n'aurait jamais voulu voir exposé. Une observation supplémentaire s'impose alors, dans les heures qui suivent l'attaque, un acteur discret mais essentiel entre en scène, l'équipe resserrée de conseillers stratégiques qui accompagnent chacun des déplacements sensibles du chef d'État. Ce groupe, rarement mentionné dans les récits publics, devient pourtant la clé pour comprendre la manière dont l'événement se propage à travers l'appareil sécuritaire. Parmi eux, un officier spécialisé dans l'analyse de trajectoires aériennes reconstitue minute par minute le vol du MQ-9 Reaper. Son premier constat trouble la salle. La déviation du missile ne correspond à aucune dérive statistique standard. Ces constats préliminaires déclenchent une onde de choc interne. L'incident ne peut plus être traité comme une simple tentative avortée, mais comme le premier maillon d'une chaîne d'actions coordonnées.
À mesure que les données s'accumulent, la perception publique se transforme. Les discussions dans les rues de Ouagadougou reflètent un mélange d'incrédulité, de colère et d'une prudence nouvelle face aux narratifs venus de l'extérieur. Cela signifie que c'est ici que le rôle du guide devient essentiel. Éclairer les mécanismes en jeu sans amplifier ni minimiser, simplement en révélant ce que les faits laissent entrevoir. Avant l'attaque, la journée d'Ibrahim Traoré commence comme tant d'autres. Un déplacement discret vers le nord, une zone sensible mais familière, où chaque trajet est calculé et révisé. Après l'attaque, tout bascule, une microseconde d'écart transforme un déplacement de routine en crise internationale. Cette transition brutale, presque mécanique, agit comme le point d'allumage du récit. Voici le déclenchement de l'événement. Le signal radar repère l'objet à aller haute altitude. Une alerte interne s'ouvre. Le convoi modifie légèrement sa trajectoire. Le drone approche, constante glaciale. Le missile est lancé, déchirant l'air avec une précision chirurgicale. Le camion civil s'est frappé, 3 vies s'éteignent. Le silence s'abat une seconde, puis les transmissions éclatent. Les unités locales verrouillent le périmètre. L'état-major comprend instantanément. Quelqu'un a visé un chef d'État en exercice. La question n'est plus quoi s'est passé, mais pourquoi maintenant? Le moment de tension maximale apparaît alors. Dans les minutes suivantes, l'information remonte au centre de commandement. Les conseillers d'Ibrahim Traoré convergent vers la cellule de crise. Les premières analyses montrent que le MQ-9 Reaper ne suivait pas un protocole classique de surveillance. Des recoupements suggèrent une opération ciblée, pas une patrouille standard. C'est ici qu'un basculement opère. L'équipe identifie une similarité troublante avec deux autres incidents régionaux classés anomalies. Les services de renseignement partenaires confirment dans la soirée que l'appareil utilisé correspond à une configuration employée dans des frappes extraterritoriales récentes. La pression médiatique internationale explose. Des versions contradictoires circulent. Des sources occidentales minimisent l'affaire en parlant d'erreurs techniques isolées. Au Burkina Faso, la perception inverse enfle. Quelqu'un a voulu effacer un symbole d'indépendance montante. La population se rassemble autour des centres administratifs. Les réseaux sociaux propagent captures d'écran, cartes, hypothèses. La scène n'est plus seulement militaire, elle devient politique, sociale et profondément identitaire. Dans les répercussions immédiates, dans les heures suivantes, Ibrahim Traoré apparaît brièvement à la télévision nationale pour confirmer sa survie. Son calme surprend, il annonce une transparence totale. Cette promesse déstabilise ceux qui espéraient étouffer l'incident. Dans la région, les gouvernements voisins demandent des explications. Les chancelleries occidentales se replient derrière des communiqués prudents. Les analystes internationaux s'accordent sur un point. La frappe a échoué, mais son échec révèle un affrontement plus large que beaucoup voulaient invisibiliser. La question de la souveraineté africaine resurface avec une intensité nouvelle. Des discussions s'ouvrent dans des cercles jusque-là silencieux. Les mots précédents, ingérence, or riposte diplomatique, se glissent dans les débats. La déviation de quelques mètres devient un tournant géopolitique. Au point de départ, les systèmes de surveillance régionaux relevaient en moyenne 18 incursions aériennes suspectes par an, mais après l'incident visant Ibrahim Traoré, ce chiffre grimpe soudain à 31 détections sur la même période. Ce delta abrupt ne correspond pas à une tendance naturelle. Il traduit une intensification mesurable de l'activité étrangère. Et cette augmentation, presque invisible dans les discours publics, devient un indicateur solide d'un changement de posture autour du Burkina Faso, comme si l'espace aérien devenait un terrain de signaux stratégiques.
Le premier nombre à analyser concerne l'altitude de vol du MQ-9 Reaper, 12 000 pieds au moment de la détection initiale. Cette valeur n'est pas anodine. Elle correspond à une altitude utilisée pour des approches mixtes, à mi-chemin entre observation et préparation d'attaque, ce qui confirme une intention plus complexe qu'un simple passage de surveillance. La cohérence de l'altitude montre que le drone n'improvisait rien. Chaque segment de sa trajectoire respectait un protocole, ce qui renforce le caractère délibéré de la manœuvre. Le deuxième nombre touche au temps de réaction du convoi. 4h06 entre l'alerte et la déviation. Un délai extrêmement court, révélateur d'une préparation professionnelle et d'un système d'alerte calibré pour des menaces rapides. Ce chiffre permet d'établir que la survie du chef d'État n'a rien d'un hasard. L'évitement a été rendu possible par une synchronisation quasi parfaite des dispositifs installés au fil des derniers mois. Le troisième nombre concerne l'impact, 3 victimes civiles décédées instantanément. Au-delà de sa dimension tragique, ce chiffre devient un pivot analytique, car il indique que le missile n'a pas simplement raté Ibrahim Traoré. Il a frappé un véhicule situé exactement sur une ligne de fuite plausible, ce qui met en évidence une intention de neutralisation plutôt qu'une tentative de dissuasion. Cette donnée transforme la narration. Elle montre que l'attaque possède une signature opérationnelle et non l'apparence d'un accident imprévisible. À partir de ces trois valeurs, une architecture d'interprétation se construit. La hausse des détections aériennes suggère un environnement stratégique saturé. L'altitude précise révèle une logique procédurale cohérente. Le délai de réaction du convoi prouve l'existence d'une menace anticipée. Et le bilan civil montre que la trajectoire du missile visait réellement la zone où se trouvait la cible principale quelques instants plus tôt. Lorsque les analystes superposent ces données, un schéma s'impose. L'incident ne peut être isolé. Il s'inscrit dans une continuité d'opérations ponctuelles menées par plusieurs acteurs extérieurs, utilisant des drones de même génération pour sonder la résilience des dispositifs africains. Le renseignement régional a d'ailleurs relevé que les activités de brouillage électronique ont augmenté dans les 48 heures ayant précédé l'attaque, signe qu'une préparation technique était en cours. Ces éléments quantitatifs, même limités, suffisent à redéfinir les frontières de l'analyse géopolitique. Il confirme que la tentative visant Ibrahim Traoré n'est pas un acte improvisé, mais une opération intégrée dans une stratégie plus vaste, où la donnée brute devient l'outil principal pour comprendre les rapports de force réels. Deux visions opposées émergent immédiatement après la frappe manquée, chacune portée par des acteurs influents de la scène internationale, et chacune s'appuie sur des arguments qu'il faut examiner avec rigueur avant de conclure. D'un côté, plusieurs gouvernements occidentaux soutiennent que l'incident relève d'une défaillance technique regrettable, un dysfonctionnement rare du système de guidage du missile Hellfire Air Mix, aggravé par la vitesse et la complexité des opérations aériennes modernes. Leur raisonnement s'articule autour d'une idée précise. Les drones opérant dans les zones sensibles sont souvent engagés dans des missions de surveillance, et une erreur ponctuelle, aussi dramatique soit-elle, ne constitue pas nécessairement une ingérence intentionnelle. Ils insistent sur le fait qu'aucun État n'aurait intérêt à déclencher une crise diplomatique ouverte en ciblant, même par erreur, un chef d'État en exercice, et qu'une coopération internationale demeure essentielle pour stabiliser les régions en tension. De l'autre côté, les responsables du Burkina Faso présentent un argument solidement étayé par les données disponibles. La trajectoire du MQ-9 Reaper, son altitude constante, la nature non explosive du Hellfire Aeronautics, ainsi que la coïncidence temporelle entre la présence du drone et le déplacement présidentiel
ne relève en rien du hasard. Il rappelle que ce type de missile n'est pas déployé dans des missions de surveillance, mais strictement dans des opérations ciblées impliquant une intention précise. Le fait que les premières narrations médiatiques occidentales eens farlesfar d'erreurs techniques avant même la publication du rapport burkinabé renforce l'hypothèse d'une communication préparée pour contenir les réactions internationales. Entre ces deux positions, une réponse s'impose. Les données objectives publiées après l'incident, images satellites, enregistrements radar, analyse des débris du missile, montrent une cohérence opérationnelle incompatible avec une simple erreur aléatoire. Loin d'alimenter la confrontation, cette conclusion permet de sortir du face-à-face émotionnel et de replacer l'incident dans sa dimension réelle, un acte calculé, assumant une forte probabilité d'échec diplomatique, mais visant une cible jugée stratégique. Ce point précis, souvent invisible dans les récits officiels, marque l'instant où l'affaire cesse d'être un incident isolé pour devenir un pivot politique. Lorsque les preuves rassemblées sont rendues publiques, images satellites, trajectoires radar, fragments du missile, un basculement inattendu se produit. La réaction internationale ne se fragmente plus autour du doute technique, mais autour de la crédibilité nouvelle d'Ibrahim Traoré. Ce glissement crée une dynamique surprenante. Ceux qui cherchaient à minimiser l'attaque se retrouvent contraints de reconnaître que les données ne soutiennent plus leur version initiale. À ce moment précis, un changement s'opère. Alors que nombre d'États auraient privilégié l'opacité pour éviter l'escalade, le choix de la transparence devient une arme géopolitique à part entière. En exposant les éléments, le Burkina Faso impose un rythme nouveau à la discussion internationale, forçant chaque acteur à se positionner ouvertement. Et c'est précisément à cette étape médiane que la figure d'Ibrahim Traoré, loin d'être affaiblie, gagne en légitimité, non pas par la rhétorique, mais par la méthode. Les répercussions de l'attaque manquée ne se limitent plus à une question d'ingérence. Elles redessinent les lignes de force dans 4 sphères majeures. Lorsque la transparence devient stratégie et que les preuves sont diffusées sans délai, le paysage se réorganise, révélant ce que l'incident signifie réellement pour la région. Ibrahim Traoré, désormais au centre de ce réagencement, incarne malgré lui le point de convergence d'un débat continental. Sur le plan étatique, pour les gouvernements africains, l'échec de la frappe agit comme un signal d'alarme. La certitude que même un chef d'État puisse être visé en pleine mission crée une prise de conscience immédiate concernant la vulnérabilité de leurs propres institutions. Certains États renforcent leurs accords de surveillance régionale, d'autres revoient la structure de leurs alliances militaires, conscients que la menace ne relève plus de l'hypothèse. Ce changement nourrit un discours nouveau. La souveraineté ne peut plus être traitée comme un concept abstrait, mais comme une infrastructure à consolider. Du côté des acteurs économiques, le monde économique perçoit aussi le choc. Les tensions générées par l'incident provoquent un ralentissement des investissements étrangers, particulièrement dans les secteurs sensibles comme l'énergie et les matières premières. Cependant, un effet inverse apparaît. Les entreprises locales, anticipant un retrait partiel des acteurs internationaux, accélèrent leurs initiatives d'autonomisation. Cette reconfiguration crée un espace inédit pour des projets régionaux, moins dépendants des capitaux extérieurs et davantage alignés sur des priorités africaines. Pour la population, l'attaque manquée devient un symbole. Les discussions quotidiennes à Ouagadougou, comme dans d'autres capitales africaines, ne portent plus seulement sur l'incident, mais sur ce qu'il révèle. Une lutte silencieuse autour de l'avenir du continent. La figure d'Ibrahim Traoré, renforcée par sa réponse calme et méthodique, inspire une nouvelle forme de mobilisation sociale centrée sur la transparence et la souveraineté. La population, témoin des données rendues publiques, développe une méfiance accrue envers les narratifs internationaux préconstruits. Sur le plan régional,
Sur le plan régional, les organisations intergouvernementales se trouvent forcées de reconsidérer leur rôle face à la montée des tensions entre puissances étrangères et États africains. Les preuves mises en avant par le Burkina Faso poussent certains partenaires à demander des clarifications, tandis que d'autres, prudents, appellent au calme diplomatique. Au niveau global, l'ONU, contrainte par les éléments factuels, ouvre une enquête qui élargit la portée du débat sur l'usage extraterritorial des drones armés. Cette dynamique repositionne, malgré elle, l'Afrique de l'Ouest comme un espace où les faits bruts peuvent désormais déstabiliser des narratifs dominants. En somme, l'incident ne se contente pas de perturber un équilibre existant. Il impose un nouveau cadre d'interprétation. La combinaison des données, de la réaction publique et de la posture de transparence crée une matrice d'effets en cascade qui s'enracine durablement dans la région. À ce stade, l'attaque manquée n'est plus un épisode isolé. Elle devient un indicateur pour anticiper les trajectoires possibles des relations entre le Burkina Faso, la région et les puissances extérieures. Sur les 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios cohérents émergent, chacun façonné par les preuves publiées, les réactions diplomatiques et les mouvements d'opinion observés depuis l'incident. Dans une première trajectoire possible, dans cette dynamique, les tensions ne s'amplifient pas, mais elles ne se résorbent pas complètement. Les puissances occidentales modèrent leur discours, évitant toute reconnaissance explicite de responsabilité, tout en ajustant discrètement leurs opérations de surveillance dans la région. Le Burkina Faso, lui, renforce ses capacités internes sans rechercher l'escalade, privilégiant la consolidation de ses alliances régionales. Les États africains voisins adoptent une posture d'observation active, attendant de voir comment évoluent les équilibres sans s'engager ouvertement dans des initiatives communes. Dans l'ensemble, la région avance lentement vers une forme de résilience institutionnelle, sans rupture majeure, dans une seconde trajectoire envisagée. Dans cette version, la transparence assumée après l'attaque manquée agit comme un catalyseur. Les pays africains s'en inspirent pour instaurer des politiques d'ouverture des données de sécurité, créant une culture de responsabilité collective. Une coordination accrue se met en place, mêlant partage d'informations, déploiement de technologies communes et surveillance conjointe des zones sensibles. Les partenaires internationaux, mis devant des faits difficilement contestables, réévaluent leur stratégie et adoptent une approche plus respectueuse des souverainetés locales. Ce scénario fait émerger une nouvelle dynamique, une Afrique plus confiante, plus coopérative et moins dépendante des médiations extérieures, dans une troisième trajectoire plus fragile. Ici, les puissances occidentales tentent de reprendre l'initiative. Elles intensifient leur dispositif de pression politique et économique, créant des lignes de fracture entre États africains selon leurs alliances et niveaux de vulnérabilité. Certaines capitales choisissent alors la prudence en se ralliant au narratif dominant, tandis que d'autres dénoncent ouvertement l'ingérence, ce qui exacerbe les clivages internes. La région devient un espace de rivalité indirecte où chaque mouvement est interprété à travers le prisme des sphères d'influence. Ce scénario, bien que sombre, reste plausible si la réaction collective demeure fragmentée. Pour lire correctement ces mois à venir, il faut considérer la souveraineté non comme un État, mais comme un rapport de force en évolution permanente. Lorsque l'onde de l'attaque manquée se propage hors des cercles diplomatiques, elle touche 3 types de publics dont la perception façonne la trajectoire réelle de l'événement. Comprendre ces réactions n'est pas un exercice d'opinion, mais une manière d'évaluer comment un incident technique devient un débat continental. Pour le premier groupe concerné, pour ceux qui suivent de près les dynamiques géopolitiques africaines, l'incident révèle une fracture longtemps contenue.
la différence entre les narratifs officiels internationaux et les données brutes rendues publiques. Ce public, habitué à confronter les sources, voit dans cette transparence un précédent qui pourrait transformer la manière dont les États africains gèrent les crises. Il identifie aussi une tendance. Les opérations clandestines deviennent plus visibles, moins contrôlables, plus discutées. Pour le relais, deuxième groupe. Pour les citoyens sensibles aux questions de souveraineté, l'affaire devient un miroir. Elle montre que les frontières aériennes, autrefois perçues comme abstraites, sont désormais des zones actives où se jouent des rapports de force concrets. Ce public interprète l'incident comme une preuve que l'Afrique doit consolider ses propres systèmes sans dépendre des garanties extérieures. La diffusion des preuves renforce ce sentiment. Lorsqu'un État assume la transparence, il renforce non seulement sa sécurité, mais aussi sa légitimité. Pour le troisième groupe, pour ceux qui suivent l'affaire de loin, la frappe manquée devient une histoire presque cinématographique. Un drone, un missile, une déviation, 3 victimes, un chef d'État en danger. L'enchaînement frappe les esprits. Ce public n'analyse pas les données en détail, mais retient l'essentiel. La région vit un moment charnière où les vulnérabilités se révèlent. Ce récit, simplifié mais puissant, contribue à faire de l'incident un point de référence dans les discussions quotidiennes. Face à l'onde de choc provoquée par la frappe manquée, une feuille de route devient indispensable pour transformer un incident révélateur en stratégie durable. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, peut structurer son action autour de plusieurs étapes mesurables, chacune conçue pour renforcer simultanément la souveraineté, la stabilité et la résilience régionale. Lorsque l'on revient à cette salle discrète où, dans les heures suivant l'attaque, les conseillers rapprochés analysaient en silence la trajectoire du MQ-9 Reaper, un détail ressurgit. Le faisceau lumineux projeté sur l'écran, celui qui révélait la déviation du missile, n'était pas seulement une donnée technique. Il était devenu le symbole de la façon dont un incident minuscule pouvait bouleverser un équilibre beaucoup plus large. Dans cette pièce, au milieu des cartes et des relevés radars, s'est formée la première certitude. Ce qui venait de se produire dépasserait l'instant présent et engagerait tout un continent dans une réflexion nouvelle. Ibrahim Traoré, malgré la pression et la violence de l'événement, a choisi d'y répondre non par la peur, mais par une méthode, celle de l'exposition, de la clarté, du refus de laisser l'opacité définir le récit. Le callback s'impose alors naturellement. Ce même écran qui montrait une trajectoire mortelle devient aujourd'hui la preuve tangible qu'un pays peut affirmer sa place en refusant de détourner les yeux. Et cette transformation, lente mais profonde, montre que le destin ne se joue pas uniquement dans les frappes ou les drones, mais dans la manière dont un peuple décide d'y répondre. La vérité change toujours le rapport de force. Ce moment particulier, né d'une frappe manquée et d'un faisceau de données rendues publiques, dépasse désormais la seule dimension politique. Il devient un repère collectif, une invitation à réfléchir à la manière dont une nation et un continent peut transformer un choc en affirmation. La transparence choisie après l'incident ouvre une brèche dans les habitudes diplomatiques, rappelant que les peuples ne sont jamais totalement spectateurs lorsque des forces extérieures tentent de redessiner leur trajectoire. Dans les rues, dans les discussions, dans les réseaux sociaux, un fil rouge apparaît. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une pratique quotidienne, une vigilance, un refus d'abandonner la narration de son propre avenir. Lorsque les citoyens s'emparent d'un événement et en font un symbole, ils modifient la durée de vie du récit, et parfois même son sens. C'est ce tissu social, fait de voix, d'analyse, de scepticisme, de conviction, qui façonne la manière dont un pays avance après une épreuve. Et maintenant, une question demeure, ouverte, nécessaire, presque incontournable. Quelle place chacun est-il prêt à prendre dans la construction d'une Afrique plus libre
et plus souveraine.